Donc bienvenue sur cette soirée de la miel. Vous connaissez tous la miel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus à des animations formées ou pas? Ah, d'accord, ok. Mais elle va expliquer un peu. Elle vous explique. Bon, d'accord, on va gagner du temps. Donc monsieur, je l'expliquerai à la fin qui on est, on va gagner du temps. On a mis en place depuis le début de l'année dernière, ça a commencé en février, quand on est allé chez venteprivée.com, des interviews comme ça, des soirées où on va rencontrer un entrepreneur qui est particulièrement bien réussi et qui est tout à fait inspirant, pour pouvoir recueillir par l'interview de cet entrepreneur tous les conseils qu'il peut donner aux autres entrepreneurs de pleine commune en fait. Donc on enregistre, on va faire un mix et puis ensuite on fera un outil qui sera très utile pour démarrer. En tout cas, bravo à vous d'être là. Ça veut dire que vous avez envie de faire grandir vos entreprises et bénéficier de toute l'expérience de Mathieu. Donc Mathieu, merci beaucoup de nous accueillir et de nous recevoir. Elisabeth va démarrer. Alors et puis on va j'ai faire mené ça une petite enquête sur Mathieu. Donc je ne sais pas si vous le savez, Mathieu est dirigeant du coup de 2 entreprises, Plus que Parfait et Le Petit Plus. Et donc, du coup, ce qu'on sait de Mathieu, c'est qu'il a fait en tout cas du social, le moteur de son engagement entrepreneurial. Mathieu recrute uniquement des personnes en situation de grande difficulté. Et donc Mathieu investit en tout cas dans leur qualité de vie au point d'avoir confié à une collaboratrice l'unique mission de leur trouver des logements sociaux. Donc sa philosophie de chef d'entreprise, il en fait écho dans 2 clubs d'entrepreneurs et auprès des collectivités locales qui s'offrent ses services. Et on peut considérer que Mathieu est estampillé expert en management dans son secteur. Par ailleurs, il intervient dans des écoles, il poursuit un mandat de conseiller en enseignement technologique. Enfin, voilà en gros pour la petite intro de Mathieu. Et donc du coup, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pourriez, faire le pitch en 2 minutes de vos 2 entreprises ? Ouais, bonjour. Ouais. Donc, je dirige 2 entreprises. Une première que j'ai créée à Saint-Denis en 2005 qui s'appelle Plus que Parfait, dans les locaux de Plus que Parfait aujourd'hui. Plus que Parfait, c'est une entreprise de propreté. On fait du nettoyage des locaux. Et on a été agréé en mars entreprise d'insertion par activité économique. Et on change un petit peu de tout notre modèle économique parce que on arrête l'activité de nettoyage quotidien, nettoyage récurrent des locaux pour s'orienter vers tous les travaux les plus techniques et les plus professionnalisants du nettoyage, les travaux d'accès difficile, le nettoyage de vitres, la remise en état des sols, la petite maintenance, voilà, tout ce qui est remise en état et compagnie, après incendie, après travaux. Donc du coup, on s'oriente vers les métiers techniques de la propreté. On est un peu plus de 200 aujourd'hui. Et donc on existe depuis 2005. Le Petit Plus, c'est une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise dans laquelle au moins 80% des collaborateurs sont en situation de handicap. C'est une structure que j'ai créée en 2009. On fait de la collecte et de la valorisation des déchets. On va dans les entreprises pour collecter les canettes, les bouteilles, les gobelets, les papiers, les cartons, les piles, les cartouches, les ampoules, tous les déchets tertiaires. Et on a créé un métier également de conseil dans l'organisation de programmes de tri sélectif. Et aujourd'hui, on est situé au Blanc-Ménil. On a une usine de tri et de valorisation de déchets qui fait 2500 m². On a 50 collaborateurs. Super. Et du coup, j'ai envie de demander comment s'est dessiné votre destin de chef d'entreprise ? La base, vous n'avez pas fait l'école de commerce ? Non. Non, en fait, je suis artiste et l'idée c'est qu'en 2005, je suis revenu d'une tournée en Italie, j'ai vécu 1 an et demi en Italie et on s'est rendu compte en revenant en France qu'on n'avait pas été déclaré, on n'avait pas de cachet d'intermittent du spectacle, donc du coup je cherchais un petit boulot comme je n'en trouvais pas, je suis parti dans l'idée d'une idée entrepreneuriale lumineuse qui est le ménage c'est bien, c'est tôt le matin, comme ça je pourrais continuer mon activité artistique l'après-midi. Donc du coup, je n'avais pas comme ambition de recruter des salariés et de vraiment créer des entreprises du tout avec le business plan qui va avec, enfin ce que j'ai fait ensuite pour Le Petit Plus, mais là c'était vraiment créer mon emploi et aller faire du ménage. Donc les 6 premiers mois en 2005, je n'avais pas de salariés et puis j'allais sortir mes poubelles et puis j'allais nettoyer mes vitres. Est-ce qu'il y a un lien entre le créatif artistique et la création d'entreprise Enfin, dans la démarche de création, quoi. Dans cette création-là, non.
Par contre, la question, ce serait plus, est-ce qu'il y a un lien entre la démarche artistique et le métier de chef d'entreprise ensuite? Parce que là, pour le coup, la réponse serait plutôt oui, dans le sens où moi, c'est ma fonction et mon profil dans mes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, beaucoup plus de choses que je ne sais pas faire ou que je fais plutôt très mal que de choses que je réussis. Mais ce que je réussis plutôt pas mal dans mes entreprises, ou en tout cas, ce que j'apporte à mes entreprises, c'est la partie développement, innovation, et cette partie de création de nouvelles activités, de benchmark permanent et tenter d'être le plus possible en avance sur son marché. Donc ça fait appel à beaucoup d'observations de son marché, de ses clients, des tendances et beaucoup de je pense, de créativité. Donc ça, c'est le petit lien en tout cas que je pourrais faire. Ouais. Et du coup, voilà, quand je disais que vous aviez fait du social, votre engagement entrepreneurial, du coup, comment ça a progressé? Parce que vous disiez que vous aviez démarré un petit peu tout seul, et comment... En fait... comment l'entreprise en se développant, du coup, a développé... Non, c'est même pas en se développant, c'est vraiment dès les premiers instants. Moi, en fait, moi, à titre personnel, je suis né enfant handicapé. Donc créer une entreprise adaptée en 2009, jusque-là tout va bien. Et quand j'étais petit, ma garderie, c'était le pavillon d'accueil des toxicomanes de ma mère qui était présidente d'une asso d'un club de prévention des risques et qui a été précurseur en Europe sur le sujet, qui avait un bus qui tournait en Seine-Saint-Denis pour distribuer des kits propres, pour faire de la prévention contre la toxico et contre le sida, etc. Et donc du coup, dans ma famille, la plupart des gens sont des travailleurs sociaux qui bossent chez Médecins du Monde, qui bossent dans des clubs de PrEP, dans des CARUT, dans des... Voilà. Et donc du coup, quand j'ai commencé à avoir des sujets recrutement, assez naturellement, je me suis accoquiné avec tous les travailleurs sociaux qu'il y avait sur Plenco, et sur Saint-Denis en particulier, parce que moi j'habitais à Saint-Denis, j'ai créé à Saint-Denis parce que c'est là où j'habitais. Et donc du coup... ça a été quelque chose de très naturel c'est dans un second temps seulement que ça s'est transformé en projet entrepreneurial. Dans un premier temps, ça a été plutôt ma démarche de recrutement qui s'est faite assez naturellement vers les pubs. Enfin, j'ai considéré que c'était une chance de recruter et d'avoir aucune barrière d'entrée. Ni de diplôme, ni de formation, ni d'âge, ni de sexe, ni de machin, etc. Je n'avais vraiment aucune barrière d'entrée. Donc partant de là, pour moi, le meilleur recrutement que je pouvais faire, c'était le recrutement le plus utile. Celui que de ma fenêtre, en tout cas, je pouvais sentir comme le plus utile, c'est-à-dire la personne qui en avait le plus besoin. Donc du coup, j'ai mis en place un partenariat avec la maison d'arrêt de Villepinte. Et encore une fois, ce n'était pas du tout un projet d'entreprise, c'était vraiment quelque chose que j'ai fait de manière un petit peu intuitive. Et c'est seulement après, quand j'ai rencontré le groupe SOS, que c'est devenu un projet d'entreprise. Donc ça, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais au début, ce n'était pas un projet d'entreprise. D'accord, ok. Et le groupe SOS, c'est venu à quel moment, du coup? Alors, groupe SOS, le groupe SOS, c'est en 2007. J'avais à Aubervilliers un client qui s'appelle La Fabrique de Mouvement, un petit site du groupe SOS qui fait de la réinsertion sociale, que je nettoyais. Je ne savais pas qui était le groupe SOS. Et je suis appelé pour le lieu d'événement qui s'appelle l'Usine à Saint-Denis, que vous connaissez sûrement. Ils avaient à l'époque le siège du groupe SOS qui était là. Et je suis appelé juste pour un tout petit étage du siège sur tout le bâtiment, parce qu'ils s'engueulaient et qu'il y en a qui voulaient l'externalisation, d'autres qui ne voulaient pas. Donc ils m'ont dit, voilà, on aimerait que tu fasses le nettoyage, mais juste sur un étage. Et donc là, je mets en place une personne en situation de handicap, qui était en situation de surdité, et je fais une petite note aux clients pour expliquer comment on va communiquer entre nous et eux avec l'agent, etc. Je fais toute une petite note méthodologique et je suis appelé par une dame super contente qui me dit « Ah, c'est génial ce que vous faites et tout, machin. » Bon, ce qui lui arrive à celle-là, j'en sais rien. Elle a motivée par le sujet. Et je me retrouve quelques mois après, en 2007, consulté sur un appel d'offres restreint avec d'un côté, clair et net, une petite entreprise d'insertion très sérieuse mais qui a 15 collaborateurs. De l'autre côté, Veolia, gros mastodonte, et nous au milieu, on devait être 30 à l'époque.
Et du coup, consultation restreinte pour le nettoyage du nouveau siège du groupe SOS rue Amelot. Et là, il se passe un truc assez spécial, c'est que je vais en soutenance d'appel d'offres pour défendre mon dossier. Alors, voilà, j'ai le directeur du développement durable, le groupe SOS c'est particulier, ils n'ont pas de directeur à ça. Le directeur du développement durable qu'achète, c'est une philosophie, et qui me dit, bon, franchement, au niveau environnemental, votre dossier c'est une tuerie. Franchement, vous avez votre mémoire technique environnement, franchement, 22 sur 20, bravo, c'est top. Par contre, on est embêté parce que bon, Veolia, c'est pas trop notre cam. Clair et Net, c'est une entreprise d'insertion, c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est de l'insertion, mais ils sont trop petits, ils n'ont pas les capacités techniques que vous avez. Mais c'est vraiment dommage que dans votre entreprise, il n'y ait pas ce côté social parce que ça nous aurait permis de travailler ensemble. Donc là, moi, à l'époque, j'étais vraiment très, enfin, je ne sais pas si je suis beaucoup plus intelligent aujourd'hui, mais je ne me renseignais pas du tout sur mes clients. Donc je vais au groupe SOS, je ne sais pas qui est le groupe SOS. Truc de base, quoi. Tu vas à une soutenance d'appel d'offres, tu te renseignes un minimum sur ton client, quoi. Bon, j'étais dans mon jus, dans mon speed, etc. Bon, je me pointe au groupe SOS. Bon, je savais pas. Je savais vaguement, très vaguement. Et donc là, je me suis un peu soigné, mais j'étais vraiment pas politiquement correct à l'époque. Et donc là, je me mets à partir, à devenir tout rouge et me mettre à gueuler comme un idiot et à leur dire mais moi je sais pas faire les putains de dossiers de ISS, Honnête ou Atalian de 200 pages pour expliquer que j'ai une boîte, c'est le mix entre l'abbé Pierre et Nicolas Hulot, mais du coup vous voulez voir du social, venez voir, moi je vais vous montrer comment on en fait. Ça fait maintenant 3 mois que j'héberge à l'hôtel Sovereign à Saint-Denis mon laveur de vide, sa femme et ses 4 enfants qui s'est fait expulser, qui est sans papier. Je suis toute la journée en train de régler des problèmes de logement, d'addiction, de surendettement. On a quelqu'un qu'on connaît en commun à qui j'ai trouvé un logement pour ses 3 enfants et je me suis bataillé pendant 6 mois, non plus que ça, 1 an pour trouver un logement à la personne en question. Enfin, je dis vous voulez voir j'ai réglé les problèmes de logement, d'addiction, de surendettement, enfin vous voulez voir du social, venez je vais vous en montrer. Donc, mais je lui dis mais moi, je parle jamais de ça à mes clients. Mais je ne mets pas ça dans mes dossiers, parce que pour moi, ce n'est pas un argument commercial d'expliquer que j'ai un partenariat avec la maison d'arrêt de Villepinte pour aller nettoyer les locaux des gens. Je trouve que ça ne fait pas super sexy. Et donc le gars m'écoute, avec beaucoup d'attention, et puis il me laisse finir. Alors, je finis mon envolée lyrique, là, et au bout d'un moment, il prend la parole et me dit « Franchement, alors, monsieur, bravo, hein, parce que alors là, votre boîte, alors là, si en plus elle a le côté social, c'est top. Hein. Par contre, j'ai rarement rencontré un connard comme vous. » Alors là, je me dis, bon, cette nuit, je vais dormir en prison, je ne vais plus revoir ma femme et mes enfants, ça ne va pas aller. Et le gars déroule et il me dit, mais attendez, monsieur, mais il faut vous réveiller, c'est complètement stupide. On fait la promotion de l'entrepreneuriat social, on fait la promotion de l'économie sociale et solidaire, on fait la promotion des entreprises sociales, des entreprises d'insertion, des clauses sociales dans les marchés publics et privés, on incite les donneurs d'ordre à avoir des achats plus responsables, et vous planquez votre démarche sous le tapis. Vous faites l'inverse du boulot qu'on fait, pour lequel on se lève tous les matins, quoi. C'est quand même fou, votre histoire. Et donc, bon, je me prends une branlée, je repars en me disant, je suis vraiment un gros naze. Et puis, quelques jours après, je suis rappelé par le zozo du groupe SOS, là, qui me dit, Didier Bergeret, toute ma vie de ce garçon, qui me dit, bon, bah, monsieur, félicitations, vous avez été retenu, c'est vous qui êtes l'attributaire de notre appel d'offres. Ils sont complètement tarés, ces gens. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et ils m'ont retenu pour le nettoyage de leur locaux. Par contre, ils m'ont énormément challengé. Ils ont fait ce qu'aucun de mes autres clients a fait à ce jour. Et pourtant, j'en ai beaucoup des clients. Ils ont vraiment joué leur rôle de client qui choisit un petit prestat, une petite PME, mais qui en même temps l'aide à monter, en étant parfois dur avec lui, mais en venant challenger tous les engagements qu'il a pris, vérifier la véracité de son engagement social, etc. Ils ont été, je pense, toujours plutôt ravis parce qu'on c'est le groupe SOS, c'est la mecque de l'entrepreneuriat social en France pour moi, et je pense qu'ils ont, sans prétention aucune, été plutôt assez conquis
le discours de mes salariés sur la manière de nos salariés, sur la manière dont on s'occupe d'eux, et sur notre projet social et sur la sincérité de notre projet social. Donc du coup, de là est née une plutôt belle histoire entre nous. Le projet en 2007 de se transformer en entreprise d'insertion par l'activité économique, du coup. Ils m'ont fait découvrir cet univers, ils m'ont dit mais ce que vous faites ça s'appelle une entreprise d'insertion. Maintenant, mon petit loup, il fallait demander un agrément. Projet que j'ai mis de côté, qu'on a remis à l'ordre du jour en 2014 après avoir créé le petit plus et obtenu l'agrément entreprise adaptée avec le groupe SOS également qui m'ont aidé à obtenir cet agrément. D'accord, donc l'agrément c'était en 2014 finalement. Non, ou en 2017. Non, donc 2007 je porte ce projet, Ouais. 2008 je tombe amoureux de l'univers du recyclage des déchets, donc du coup je mets de côté ce projet de transformation en EI, je commence à faire du benchmark, à aller visiter des usines en France, au Canada, dans plein d'endroits, et du coup je cherche mon modèle. Au début c'était je vais créer un service chez Plus que Parfait qui fera de la collecte des déchets, après non, c'est quand même une autre activité avec un autre code APE, avec une autre convention collective, je vais créer une structure dédiée, donc une entreprise d'insertion. Ah mais non, l'entreprise d'insertion, c'est déjà le projet de Plus que Parfait, donc je vais chercher un autre modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un chantier d'insertion? Qu'est-ce que c'est qu'une régie de quartier? Qu'est-ce que c'est qu'un ESAT? Qu'est-ce que c'est qu'une EA? Je rencontre l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, qui m'a conseillé. Et du coup, je pars dans l'idée de créer une entreprise adaptée qui fait de la collecte et de la valorisation de déchets, le petit plus. 2009, la création. Quelques années de grosses galères entre 2009 et 2013, galères assez intensives. Donc 4 ans pour obtenir l'agrément d'entreprise adaptée, en gros. Donc 2013, l'activité de Le Petit Plus démarre. 2014, je vais voir le groupe SOS, je dis voilà le projet. Alors aujourd'hui, on est 250, comment on fait? Ah oui, c'est ambitieux ces trucs, donc on va t'aider. Et donc pendant 1 an et demi, ils m'ont aidé à écrire, ils m'ont aidé à écrire le projet d'insertion de Plus que Parfait. Et on a été agréé, aussi 1 an et demi, on a été agréé en mars 2016, entreprise d'insertion par l'activité économique chez Plus que Parfait. Oui, c'est tout neuf. Et du coup, c'est clairement l'entreprise s'est beaucoup développée en un petit peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, vous avez plus de 200 salariés. Du coup, il a fallu professionnaliser, structurer l'entreprise. Comment on fait? Et puis du coup, comment on organise cette croissance? Quelles ont été les étapes aussi, En fait, une telle croissance. Il y a besoin de faire, et en même temps qu'on fait, le faire pour moi c'est le quotidien. Il faut faire des devis, il faut aller démarrer des nouveaux clients, il faut recruter des salariés, il faut faire des contrats de travail, il faut gérer le quotidien. Et en même temps, vu qu'on est en pleine croissance, les enjeux ils augmentent petit à petit. Plus on a de salariés, plus il y a d'enjeux de management, plus il y a de risques, plus de risques pour la santé de nos salariés. Du coup, plus on a plus on a de risques, plus on a de phases de risque, parce qu'il y a de plus en plus de sites, il y a de plus en plus de clients, il y a de plus en plus de phases de risque pour nos salariés, donc il faut progresser en prévention des risques. Il y a de plus en plus le panier moyen, il augmente. Et donc plus on est sur des clients importants, plus les exigences de qualité augmentent, donc il y a plus de besoins de qualité. Plus on augmente, plus il y a de managers, donc il y a besoin que les managers ils aient un management qui soit bienveillant et performant, donc on augmente aussi là-dessus, et ainsi de suite. Donc du coup, comment on fait? On essaye de s'accrocher aux branches comme on peut, et surtout de se dire qu'il y aura obligatoirement des dysfonctionnements, qu'on ne les réglera pas tous la même année, et qu'on essaye de construire en même temps qu'on se développe. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut que je me mette à faire des plans de prévention des risques chez mes clients, c'est une obligation légale, et peut-être que je ne suis pas à la page, peut-être qu'il faut que je fasse mon document unique d'évaluation des risques, peut-être qu'il faut que j'améliore mes devis, que je passe la norme ISO 9001, que je fasse un plan d'action qualité de vie au travail, que ceci, que ça, tout ça c'est de l'amélioration. Mais peut-être qu'à la fin de l'année en question, j'aurais fait que mon document unique d'évaluation des risques. C'est très bien.
Le mieux est l'ennemi du bien. Le principal, c'est que je n'ai pas fait que du quotidien et du charbon, mais que j'ai aussi fait grandir mon entreprise. Mon entreprise, pour moi, je ne la fais pas grandir quand je prends un nouveau client, quand je recrute un nouveau salarié. Je la fais grandir quand j'améliore le schmilblick, quand je travaille sur le fameux 20 du 80-20 de la loi de Pareto, sur ce qui fait avancer le schmilblick, qui prend 20% du temps, mais qui donne 80% des résultats. Et quand on est vraiment au charbon, en période de croissance comme ça, le 20, on ne l'a pas. On passe 5% de son temps à améliorer le schmilblick. Donc là, il faut être sacrément efficace dans les 5%. Et il ne faut pas se faire de mal aussi. Il y a des dysfonctionnements, parce que c'est la vie, parce que en France, entre le code du travail, toute la législation sur la santé et la sécurité au travail, on aura ça n'existe pas une entreprise qui n'est pas hors la loi sur un sujet en France. Ça n'existe pas. Donc il y a obligatoirement des sujets sur lesquels on va rencontrer des difficultés, où il y aura des dysfonctionnements. Le principal, c'est pas tous les avoir réglés, c'est d'essayer d'en avoir identifié un maximum et avec les moyens qu'on a, de vraiment travailler sérieusement sur de l'amélioration de la structure. Voilà. Là justement, tu pointais une chose, c'est on garde quand même du temps pour rester en hauteur et avoir quand même ce côté créatif, innovant, de veille. Mais on est complètement submergé aussi par tas de choses. Comment on fait pour gérer son temps ? Comment on fait pour gérer son temps ? Premièrement, on se forme. Parce que moi, il y a un moment où, je ne sais plus vous dire en quelle année, peut-être, je ne sais pas, 2007, 2008, j'en sais rien. Il y a un moment, j'ai commencé à vraiment... alors, je bossais trop. Mais en même temps, j'étais à un âge de ma vie où ça me branchait bien de bosser énormément pour plein de raisons qui sont les miennes. Et il n'y avait pas de pénibilité derrière tout ça parce que je m'éclatais vraiment comme un taré. En termes de volume horaire de travail, c'est absolument pas quelque chose que je referais aujourd'hui, par exemple. Mais j'ai créé ma boîte en 2005. En 2005, j'avais 24 ans. J'avais l'énergie pour et j'avais envie. Donc voilà, je travaillais énormément, mais il y a un moment, même en travaillant du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche jusqu'à 13h, il y a un moment, on n'arrivait plus à faire rentrer des carrés dans des ronds. Donc du coup, j'ai acheté un bouquin sur la gestion du temps. Il s'appelle « Optimiser votre organisation », que j'ai d'ailleurs offert à tous mes collaborateurs ensuite, que j'ai dû lire en vacances au bord de la mer, que j'ai dû lire environ 4 fois pendant mes vacances. J'ai pris des notes, voilà. Je suis revenu en France, j'ai appelé le mec qui a écrit le bouquin, je lui ai dit « il faut qu'on se voit ». J'ai ensuite fait des recherches par moi-même sur internet. J'ai rencontré François Gamonette, qui est quelqu'un qui a créé une structure qui est un coach, mais qui a créé un site qui s'appelle l'Institut de la gestion du temps, plutôt bien fait. Donc du coup, je me suis plutôt passionné sur ce sujet-là. Je me suis mis à créer un petit module de formation interne pour mes managers chez moi pour les former à la gestion du temps et des priorités. Et en fait, ce que j'essaye de transmettre, c'est que ça n'existe pas les gens organisés et les gens pas organisés. C'est pas binaire. L'organisation, c'est une échelle avec un niveau de performance. Et on a tous des besoins différents par rapport à l'organisation. Je suis à un poste d'assistanat commercial. Mon boulot, c'est d'arriver à 9h, de partir à 17h. Et entre-temps, il faut que je prenne tous les appels, que je les prenne en note et que je balance l'information à quelqu'un. Bon, le niveau requis d'organisation pour ce poste-là est relativement faible pour ce poste-là. J'ai une entreprise qui a 250 personnes, qui est l'entreprise d'insertion. J'ai une entreprise adaptée qui a 50 personnes. J'ai un projet de franchise au niveau national avec un premier franchisé qui est sur Blois, que je vois 2 fois par mois, et plein d'autres franchisés qui arrivent. J'ai le projet de prendre un lot supplémentaire au Blanc-Ménil pour agrandir mes locaux, de créer des nouvelles bornes de tri sélectif. J'ai une association qui s'appelle Pleine de France Entreprise, une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Cyclétique. Je vous passe le reste des sujets, mais dans ma vie perso, j'ai 2 enfants, j'ai une activité artistique, je suis manager d'une compagnie, etc. Là, pour le coup, le niveau de performance requis,
et plus élevé. Et je ne dis pas que j'y suis au bon niveau pour faire face à tout ça. Mais du coup, l'idée, c'est que là, pour le coup, il y a un niveau de performance important. Et moi, j'utilise cette image souvent sur l'organisation. Je dis que finalement, vos compétences, ce que vous savez faire, votre truc à vous en tant que chef d'entreprise, c'est que vous êtes un bon commercial. Vous savez vendre des congélos à des pingouins, c'est votre truc. Ou vous êtes un bon gestionnaire, administratif et financier, vous maîtrisez bien la finance, la gestion d'une entreprise, les comptes, etc., etc. Ou vous êtes un bon exploitant, vous connaissez bien votre métier sur le bout des doigts et votre truc, c'est le cœur de métier. Voilà, vous savez où est votre domaine de compétences, où c'est l'innovation, ces trucs. Ça, c'est vos compétences. Toutes vos compétences, pour moi, ça va être vos logiciels, ça va être votre site internet. C'est-à-dire que ça va être vos compétences, ça va être votre pack office, votre Outlook, votre Word, votre Excel, la dernière version, votre super site internet qui permet de commander en ligne à l'autre bout du monde, ou votre réseau social qui vous permet ceci, cela, ou votre CRM. Voilà, ou votre logiciel métier qui vous permet de passer vos bons de commande, de trucs, tout machin. C'est une tuerie, c'est vos compétences. Ça, voilà. Votre organisation, ça va être, pour moi, votre système d'exploitation et votre connexion Internet. Au bout d'un moment, vous pouvez avoir le meilleur CRM du monde, le meilleur logiciel du monde, le meilleur pack office. Si votre ordi est RAM parce que vous avez un Windows 1.00, au bout d'un moment, le meilleur logiciel, ça ne marche pas. Vous pouvez avoir le meilleur site internet qui vous permet, si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous êtes en Edge, c'est mort, ça ne passe pas. Donc votre organisation, elle vous permet de mettre en valeur pour moi vos compétences. Et c'est le tronc commun de vos compétences. Parce qu'au bout d'un moment, si vous êtes débordé, que vous ne réussirez pas à sortir la tête de l'eau, vous allez être submergé par les problèmes, vous allez être défaillant vis-à-vis de vos collègues, de vos clients, etc. Et vos compétences, c'est cool pour vous, mais vous n'allez pas réussir à les mettre en valeur. Quelqu'un de moins compétent, mais de mieux organisé, va toujours mieux s'en sortir que quelqu'un de très hautement compétent et de très hautement désorganisé. Pourquoi ? Parce que quelqu'un de moins compétent, ce qui est mon cas, moi, j'ai créé une entreprise. Ma mère, elle m'avait dit passe ton bac d'abord quand je voulais me lancer dans mon activité artistique, ce que j'ai fait pour lui faire plaisir, mais je ne suis pas allé beaucoup à l'école. J'ai la plupart de mes années d'école, j'allais plus à l'école parce que je faisais autre chose qui m'intéressait plus. Donc du coup, en 2005, je ne savais pas ce que c'était qu'un cabis, je ne savais pas ce que c'était qu'une DUE, je ne savais pas ce que c'était une élection du personnel, je n'avais jamais utilisé un ordi pour autre chose que écouter de la musique ou jouer aux jeux vidéo dans ma vie. Donc du coup, je n'étais pas du tout compétent. Quelqu'un de moins compétent et de très organisé, il va réussir à plus facilement prendre du recul, à plus facilement poser... Déjà il ne va rien oublier, ça n'existe plus d'oublier quand on est organisé. Parce que quand on est organisé, tout est noté quelque part. Et ce n'est pas noté un peu dans son agenda, papier, un peu dans son téléphone, un peu sur Outlook. Bonjour, je vous en prie. Désolé. Je vous en prie. Bienvenue. Merci. Vous pouvez vous servir à boire au passage, n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous servir, tous et toutes. Quelqu'un d'organisé, il va avoir une to-do list qui va être dans un seul endroit. Il ne va pas avoir des notes dans son agenda, des notes dans son téléphone, des notes dans un cahier, des notes dans sa tête. Il va tout regrouper dans un seul endroit. Quelqu'un d'organisé ne va pas séparer les sujets perso et les sujets pro. Il y a une porosité importante. Moi, demain matin, à 8h30, je suis chez le kiné. Et la semaine dernière, j'ai emmené ma fille chez Toubib en plein après-midi. Et puis, par moment, si j'ai envie de bosser le week-end parce que c'est cool et parce que j'ai un créneau où c'est bien que je le fasse à ce moment-là pour être au calme, parce que ça empiète pas sur ma vie privée à ce moment-là et que c'est bien, c'est le choix que je fais. Quelqu'un d'organisé, il va pouvoir faire le lien entre sa liste des tâches et son agenda. Et sa liste des tâches, pas seulement sur ce qu'il y a à faire pour demain matin et qui est urgent et important, mais aussi des choses importantes et qui ne sont pas urgentes, qui sont à moyen terme et qui contribuent au long terme et qui sont ce que dans ce bouquin-là ils appellent les pierres de cathédrale. Voilà, à la fin, l'architecte, il sait qu'il veut construire sa cathédrale. Mais comment ça se fait que les premières pierres, il va les poser à cet endroit-là ? Lui, il n'est pas en train juste de poser des cailloux parce que ça fait bien à cet endroit-là. Non, à la fin, il sait très bien. Il a déjà les plans de comment ça va finir au mètre près.
Et il pose là, au début, à cet endroit-là. Donc du coup, quelqu'un d'organisé va réussir dans son quotidien à poser les pierres au bon endroit, parce qu'à la fin, il a une vision. Donc du coup, l'organisation, elle est centrale, parce que votre entreprise, elle a besoin de vous. Les collaborateurs vont vous permettre de la faire avancer avec énormément d'implication, énormément d'amour, mais sa direction stratégique, là où elle veut aller, elle dépend de votre cadre de référence et de vos envies à vous. Et donc elle a besoin de vous pour ça. Si vous êtes au charbon tout le temps et que vous n'arrivez pas à vous extirper de ça, c'est juste cuit. Donc vraiment, et il faut comprendre encore une fois que l'organisation, c'est pas un truc inné. Je suis bon en organisation. Non, c'est vraiment de la technique. C'est vraiment de la technique qui s'apprend. Vous apprenez à manager. Manager, c'est pas juste un truc humain. Ouais, je suis bien avec les gens, j'ai un problème. Manager, c'est ultra technique. Comment on fait un entretien de recadrage, comment on motive ses collaborateurs, comment on fait un entretien annuel, comment on rémunère. Tout ça, c'est vraiment 100% de la technique. L'organisation, c'est de la technique. Ça s'apprend. Tout un tas de formations sur la gestion des temps des priorités. Tout aussi bien que les formations, il y a tout un tas de bouquins qui sont très très bien faits. Je vous dis, Jean-Luc Fessard, Optimiser votre organisation, c'est déjà, ça se lit avec une facilité extrême et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, l'organisation pour moi c'est quelque chose d'assez essentiel. Déjà, pour limiter la pénibilité du chef d'entreprise. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de risques. Plus vous serez organisé, plus vous comprendrez l'importance de prendre soin de vous, de ne pas décider que votre entreprise c'est le centre central de votre vie. C'est pas bon pour votre santé, c'est pas bon pour votre entourage, c'est pas bon pour la durabilité de votre projet. Donc plus vous comprendrez ça, plus vous réussirez à compartimenter également la place que vous donnez à votre entreprise et à pouvoir mettre des tiroirs et pas vous réveiller 7 minutes après vous êtes couché. Putain merde, j'ai oublié ce truc là tout à l'heure, je m'étais engagé à le rappeler, lui ça race là, je vais le noter là. Vous allez réussir vraiment à compartimenter et à vous sentir mieux. Donc vraiment l'organisation, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre entreprise et c'est bon pour votre performance. Alors Mathieu, on parlait du management, des RH. Ma collègue qui a fait des recherches poussées sur Internet nous fait savoir que simplement 2 convocations au prud'homme depuis le début, avec 250 salariés. Dont une rétractation et une qui s'est terminée en conciliation. C'est précis. Non mais c'est précis. Alors c'est quand même bluffant. Je pense sans présomption aucune qu'on a en effet le record France de conflits sociaux. Comment on fait Alors je sais pas si je sais répondre à comment on fait en réalité. Je sais pas si je sais dupliquer notre situation d'aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est le bon indicateur d'ailleurs pour parler de notre climat social chez nous. Mais l'idée c'est que j'essaye dans l'ordre des choses. C'est une vision un peu particulière et personnelle quand même. Je ne dis pas que c'est une recette qu'il faut appliquer, en tout cas c'est la mienne aujourd'hui. J'essaye au niveau des relations sociales dans l'entreprise, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Moi je préfère les appeler les relations humaines, mais on va dire en langage d'entreprise les relations sociales. De toujours, quand il y a une décision à prendre, commencer par regarder ce qui me semble juste avant de regarder ce qui est légal, ce qu'on a le droit de faire. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste d'être payé 1,50 € de l'heure pour... est-ce que ce serait juste d'être payé 1,50 € de l'heure aujourd'hui? Vous en pensez quoi? D'être payé, est-ce que ce serait juste d'être payé 200 € par mois net pour être à temps plein? Vous en pensez quoi? Ce serait juste ou pas? C'est pas juste. Ok. Est-ce que ce serait juste d'être payé 10 000 € par mois à temps plein pour faire un métier d'agent de propreté? Ce serait ce serait bien, mais c'est une utopie aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce que c'est juste d'être payé au SMIC du montant actuel aujourd'hui? Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est juste? C'est la loi aujourd'hui qui l'a défini comme ça, que c'est ce montant-là. Est-ce que c'est juste? Moi, j'en sais rien. Et donc, du coup, je m'interroge. J'essaye de m'interroger systématiquement sous cet aspect-là. On doit prendre une sanction.
on doit prendre une décision, j'essaye de m'interroger sous cet aspect-là et d'être le plus transparent possible avec mes salariés. Mes salariés, je les réunis et je leur dis, voilà, mon indicateur de performance premier est le mien. Il ne faut pas trop le répéter à mes actionnaires, ils ne seraient pas ravis, mais en tout cas c'est le mien, et ils le savent quand même. C'est la qualité de vie au travail. C'est comment se sentent mes salariés. Et donc je les réunis, on est près de 200, on bouffe ensemble 2 fois par an, on fait un repas de fête, etc. On en a fait un là récemment. Et je leur dis ce que je viens de vous dire à l'instant. Dis-moi, il y a un bouquin qui s'appelle Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, où elle s'est fait passer pour un agent de propreté pendant pas mal de temps. Et elle a écrit un bouquin qu'à la Fédération des entreprises de propreté, il trouve un peu trop exagéré ou un peu trop dur, etc. Moi, je trouve qu'il est même rigolo, son bouquin, parce qu'il est écrit avec goût. Et donc, du coup, je ne trouve pas du tout de ce que je connais de la propreté que ce soit exagéré, loin de là, malheureusement. Et donc, du coup, moi, mon indicateur, c'est si en dehors de ma présence, on va voir ton ami, qui a travaillé chez moi pendant pas mal de temps, qui a été chef d'équipe, qui a été délégué du personnel, on lui dit, chez Plus que Parfait, comment on s'occupe des gens? Voilà, est-ce que les gens se sentent bien? Est-ce qu'ils sont respectés? C'est mon indicateur de performance premier, sincèrement. Parce que j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec le soutien qu'on peut apporter aux gens, avec l'utilité sociale. Donc du coup, je vais voir mes salariés et je leur dis ça. Et ils ont tous mon numéro de portable et je leur dis, mais si un jour, au niveau de notre management, au niveau des décisions financières qu'on prend, au niveau de comment on gère l'entreprise, vous avez l'impression que ça se passe différemment que comme ça, vous m'appelez. Donc du coup, on est attendu au tournant. On est attendu au tournant avec ce genre de discours, parce que c'est un discours engageant vis-à-vis des salariés. Et donc après, il faut être au rendez-vous aussi. Et je ne dis pas que tout est toujours rose. Moi, j'ai eu chez moi des managers qui se sont révélés de véritables négriers. Ça prend un temps à s'en rendre compte. Ça prend un temps encore plus long de comprendre comment structurellement on peut changer les pratiques professionnelles des managers. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas changer les gens. Là où ils votent leurs convictions religieuses, leurs convictions politiques, c'est un change sur lequel je serais discriminant si je voulais avoir quelque avis que ce soit. Donc moi, je ne peux agir que sur les pratiques professionnelles. Et donc du coup, le management, ça devient une compétence. Quand moi, je gère mes salariés tout seul, moi et moi-même, et qu'après les chantiers où on a travaillé ensemble pour aller nettoyer les locaux, on va bouffer au KFC de Saint-Denis ensemble après, là, pour le coup, c'est plutôt facile. Tous mes salariés, j'ai quand même passé beaucoup de temps à régler leurs problèmes personnels et je suis très proche d'eux et je sais où ils habitent, je sais comment s'appellent leurs femmes, combien ils ont d'enfants et ce qu'ils font le week-end. Donc tout va bien. On commence à avoir des managers. Là, on rentre dans un autre univers. Et là, on change vraiment, et surtout quand on a de l'encadrement intermédiaire avec des cadres qui viennent d'autres entreprises, en particulier d'entreprises de propreté, la pire école du management qui puisse exister en France. La propreté. Donc du coup, je ne suis pas très apprécié à la Fédération des entreprises de propreté par moment, mais au moins ils savent ils savent où ils en sont avec moi. Mais du coup, un manager qui arrive avec des pratiques professionnelles dans la propreté où il faut que si on perd un client, on te coupe la tête. Du coup, il faut que ça crache, il faut que les sites soient propres, il faut que machin. Donc il arrive avec son fouet. Et donc on peut avoir des comportements, mais odieux, abjects. Et donc du coup, comment on fait pour déjà bien recruter, par de là aussi, accessoirement, et comment on fait pour travailler sur le management bienveillant. Et là, on n'est plus sur, on se détache, on crée des strates entre nous et nos salariés. Aujourd'hui, j'ai des gens qui arrivent dans l'entreprise. Bonjour, ils ne savent pas qui je suis. Bonjour, t'es qui toi? Ça fait 6 mois que je suis. Ok, d'accord, merci, au revoir, bonne journée. Mais donc, du coup, on crée des strates. Et comment on fait pour que les intentions personnelles que l'on a de bienveillance vis-à-vis des gens se transforment en pratiques professionnelles diffusées dans toute l'entreprise? Et bien là, on se lève tôt et on travaille. Il y a déjà eu des erreurs de recrutement? Régulièrement? Ouais, d'accord. Ok. Ça régulièrement Par rapport au manager, mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, mon amie m'avait parlé de vous il y a très longtemps et elle m'avait dit j'ai un super patron
Macron, etc. Donc que des éloges. Donc je tenais à confirmer effectivement. Voilà, c'était une petite aparté. C'est bien, ça aurait été con. Hein. Alors, ma copine m'a dit, ma copine m'a dit, j'avais un patron, c'est un sacré connard, il payait au lance-pierre. Ok. Donc, on a parlé tout à l'heure vaguement, rapidement, d'une implication territoriale. Et bon, voilà, il y a des clubs, tu es dans les clubs territoriaux, machin, avec un engagement quand même à faire bouger le territoire et l'entrepreneuriat en particulier. Pourquoi ? Moi, j'appelle ça la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises, mais je pense que sur un territoire, on est un écosystème. C'est-à-dire que la miel fait partie de mon écosystème depuis 2005. On se connaît, j'ai rencontré des gens de la miel avec qui j'ai eu une foultitude de discussions. Ils vont peut-être avoir des pépiniers qui pourront devenir mes fournisseurs ou mes clients demain. Ils vont peut-être avoir besoin de mes services pour recycler leurs déchets dans leurs nouveaux locaux. J'ai les élus, c'est mon écosystème. Mes salariés, c'est mon écosystème. Mes clients, c'est mon écosystème. La crue, si là la Seine déborde et que je peux plus utiliser mon local pour aller livrer mes clients, c'est mon écosystème. Donc tout ça, c'est la population de Plaine Commune, c'est mon écosystème. Donc du coup, quand on raisonne comme ça, pour moi, à minima, notre responsabilité, sans même aller jusqu'à mes engagements d'implication, mais à minima, c'est de savoir, c'est de s'intéresser à minima à son écosystème, de le connaître. Je suis sur un territoire, qui sont les élus, est-ce qu'ils me connaissent, qui sont les autres entreprises du territoire, est-ce qu'il y a des opportunités de partenariat, est-ce que je peux leur être utile à quelque chose ? Et donc voilà, ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet ensuite, c'est toujours ce sujet d'utilité, où est-ce que je peux être utile ? Donc du coup, le réseau Entreprendre, Initiative Plaine Commune, la Miel, l'ADI ont besoin de moi pour accompagner des chefs d'entreprise. Si je peux être utile pour expliquer toutes les conneries que j'ai faites et pourquoi il ne faut pas les faire, pas de problème, je vais y aller. Il y a le club des DRH sur Plaine Commune, il y a tous les DRH de Plaine-Co qui parlent de sujets qui sont plutôt passionnants en termes de gestion des ressources humaines, donc j'y vais. Il y a une commission des TPE. On aide les TPE du territoire à se mettre en valeur, etc. Bah tiens, je vais y aller. Et puis tiens, de cette commission TPE émerge un projet de club pour les chefs d'entreprise du territoire. Bah tiens, ça pourrait être rigolo. On va se marrer un peu. Enfin voilà. Donc du coup, en effet, je me suis beaucoup impliqué sur mon territoire. D'une, j'ai toujours trouvé ce côté de l'utilité qu'on peut avoir pour les autres. Et de deux, très concrètement, ça participe à la notoriété sur un territoire et ça contribue à notre petite échelle à être dans quelque chose d'un petit peu plus logique que la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les flux mondialisés nous amènent à des absurdités juste hilarantes par moment. Vous voyez le cycle de vie d'un jean, c'est rigolo, il y a plein d'autres sujets comme ça, quand on regarde d'où proviennent certains des produits que l'on achète. Voilà, il y a cette notion, moi, qui m'est très chère, que je connais plutôt bien, qui est la notion de circuit court et d'économie circulaire. Donc du coup, en s'impliquant beaucoup sur un territoire, très concrètement, on a aussi des retombées commerciales sur son territoire, parce qu'on développe de la notoriété, on est connu par les élus, on est connu par les autres entreprises, etc. Donc du coup, on développe une certaine notoriété sur son territoire et on arrive à travailler beaucoup sur son territoire, à avoir des fournisseurs et à être sur des flux de déplacement. Moi, dans mon métier, je collecte des déchets, par exemple, ou je nettoie des locaux. Donc on a des camions qui se déplacent. Donc pour le même chiffre d'affaires, ils se déplacent moins. Donc c'est aussi plus rentable et ça pollue moins. Et on a des parcours de déplacement qui sont beaucoup plus cohérents, beaucoup moins polluants. Bon, voilà, je pense que tout le monde a y gagné. Qui sort s'en sort, comme on dit à la mienne. Mathieu, donc, est-ce que
Quelles sont vraiment les plus grosses étapes, les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans cette croissance? Être au bord du dépôt de bilan, c'est une grosse difficulté ou pas? On peut le considérer. Ouais. Ok, alors on va dire ça. En 2011, j'ai mon 3e plus gros client, Centre d'affaires Paris Nord au Blanc-Ménil, qui m'a collé une petite ardoise de 350 000 euros. Donc là, du coup, ça fait faire un stage de gestion un peu accéléré, hein, parce que pour faire face, et après, toutes les pertes que ça a générées avec le personnel sur les bras, avec 20 ans d'ancienneté, 8 ETP, etc., il y avait besoin de trouver 1 million d'euros pour rester en vie. Pas 1 million. Quoi, en fait le client m'a collé une ardoise, il n'a pas payé ses... Voilà, ça a été une période un petit peu difficile parce que concomitamment à ces problèmes financiers intenses, on a eu des problèmes avec l'administration pour notre agrément d'entreprise adaptée sur le Petit Plus. Donc le Petit Plus n'a pas pu démarrer son activité pendant quelques années et on a été sur le point de déposer le bilan de le Petit Plus pour la raison qui était le problème administratif et chez Plus que Parfait pour le problème financier. Donc du coup on était vraiment en plein dans l'œil du cyclone et ça a été 2 ans de tourmente quotidienne, quoi. Et par chance, j'ai toujours réussi à boucler le mois, mais à pas dormir la nuit, à se demander si j'allais réussir à payer mes salariés à la fin du mois, quoi. Donc ça, c'était pas une période sympa. Et la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai toujours été très, 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 très entouré par des consultants, des coachs, des formateurs autour de moi, c'est d'avoir préalablement à ce gros accident, depuis 2009, un directeur financier à temps partagé qui intervenait 1 jour par semaine environ, entre 2 jours par mois et 1 jour par semaine chez moi pour me conseiller sur ma productivité, sur mon analyse, sur la marge de mes clients, sur la trésorerie, sur la relation avec les banques, donc qui était là à ce moment-là, que tu connais sûrement, Olivier Avril. Et donc du coup qui m'a conseillé parce que lui il y avait beaucoup moins d'émotions que moi sur ce sujet-là, donc du coup il y a besoin de trouver 1 million d'euros et on va faire un étalement de créances à l'URSSAF, que des chefs pour 300 et quelques mille euros. T'as jamais fait de mobilisation de créances, donc on va faire de la mobilisation de créances pour un peu plus de 300 000 euros et on va faire une levée de fonds pour un peu plus de 300 000 euros et puis roule ma poule, on a bouclé le budget pour rester en vie. Donc mais ça a pris je te l'ai fait en version accélérée parce que ça dure 2 ans, mais du coup, ça, bon, voilà, comme on dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, et là on est vraiment super balèze. Une autre difficulté peut-être? Moins intense. Moins intense. Celle-là, elle était facile. Obligé, hein. Ouais, non, j'ai plus des réjouissances en tête que des difficultés, en fait. Allez, un grand bonheur, une grande réjouissance. Je dirais que moi, c'est quand on fait les vœux 1 fois par an, qu'on se réunit avec tous les salariés un samedi matin et pour déjeuner ensemble pour la bonne année, et qu'on est tous ensemble. Et ça, c'est un moment sympa pour moi. Ouais. Donc là, on a des entrepreneurs, des gens qui sont déjà un peu lancés. On va vous passer la parole. Vous pourrez poser des questions à Mathieu, échanger tout ensemble. Avant ça, quels sont vraiment les conseils que tu voudrais donner? Moi, j'en ai qu'un, je crois, qui me semble important. C'est l'humilité et la formation. C'est-à-dire que je dis souvent que le meilleur chef d'entreprise, c'est pas le plus malin, c'est celui qui sait le mieux s'entourer. Moi, j'ai toujours eu ce challenge parce qu'en effet, je suis sur des courbes de croissance qui sont quand même assez intensives depuis 2005, entre 2005 et mes 25 000 euros tout seul à nettoyer des locaux de 2005 aux 7 millions d'euros de cette année. Il y a quand même eu une courbe de croissance un peu forte et régulière. Et donc du coup, moi, je me suis fait violence pendant les 5 premières années et j'allais en centre de formation au moins 1 jour par semaine.
Donc j'ai fait d'abord à l'INI, la maison de la propreté, j'ai déjà fait les formations métiers qui forment aux techniques de propreté, aux techniques managériales, à la gestion de sites, à la pH-métrie, l'utilisation des produits, l'utilisation des différentes machines, la rénovation des sols, le commerce, etc. Donc je vais faire une formation vraiment métier à l'INI. Ils avaient fait la connerie de faire une carte privilège à 1 000 € par an où les chefs d'entreprise avaient droit à tout le catalogue pour 1 000 € par an pendant 2 ans. Ils n'auraient peut-être pas dû. Cette offre-là, elle était un peu moins rentable pour moi du coup. Mais voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans de formation chef d'entreprise à l'IFG, l'Institut français de gestion, où voilà, j'ai fait un tronc commun de chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de formation développement durable, avec 2 programmes de formation au développement durable, où je me suis un peu passionné pour le sujet. Mais du coup, moi, j'ai toujours eu ce challenge d'avoir une courbe de croissance de mon entreprise et une courbe de mes compétences. Et quand j'ai démarré l'année où je faisais 25 000 €, j'étais pas suffisamment compétent pour finir l'année de mes 25 000 €. L'année d'après, c'était 160. Quand j'ai démarré l'année, je n'étais pas assez compétent pour la gérer avec des premiers enjeux de recrutement. L'année d'après, c'était 530. L'année d'après, c'était 1 million, 1,2 million. L'année d'après, c'était 2,6 millions. Donc du coup, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, j'ai toujours couru après la croissance de mon entreprise en termes de compétences, voilà, pour toujours être à la hauteur de ce que mon entreprise attendait de moi. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est vraiment s'entourer également. S'entourer, c'est venir ici. C'est venir ici. Moi, je m'entoure de vous. Sylvie, elle va me parler de choses qui vont m'enrichir. Vous allez me raconter des histoires qui vont m'enrichir. Moi, je vous raconte des histoires. Il y a peut-être dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées 2-3 trucs qui vont vous servir. Mais c'est s'entourer déjà en étant curieux, ouvert, en posant des questions, mais également s'entourer de compétences. Les compétences, ce n'est pas forcément des salariés. Moi, j'ai plein de consultants à temps partagé qui viennent dans mon entreprise de 1 jour par semaine à 1 jour par trimestre sur le sujet de la qualité, sur le sujet de la prévention des risques, sur le sujet du développement durable, des RH, tout un tas de sujets divers et variés, de la finance. Donc vraiment, être au clair sur ce qu'on sait faire, là où on est bon, c'est important aussi. Vraiment identifier, moi ça m'a mis, j'ai fait un test de personnalité pour mon projet de franchise, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai dit, mais en fait, il faut que j'arrête de m'acharner là. Je suis pas bon et ça me gave. Ça use. Ouais, c'est super. Ça ne veut pas dire que les premières années, on peut se permettre de ne pas y être. Les premières années, on fait du commerce, on fait de l'exploitation, on fait des RH, on fait de l'administratif, on fait du financier. Ok. Qu'est-ce que je veux jarter au plus vite? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Ce truc-là que je fais pendant 1 heure, c'est comme si je fais 1 heure de gestion, c'est comme si je faisais 2 jours de commerce. Au commerce, je suis à l'aise. Là, j'ai rien préparé pour vous causer. Je ne savais même plus de quoi ça parlait, pour tout vous dire. Mais j'arrive, il faut causer, raconter des trucs. Ça ne me prend aucune énergie. On peut rester ensemble jusqu'au bout de la nuit, que dalle. Sortez le PowerPoint, il faut rentrer dans les comptes, il faut rentrer dans la gestion. Au bout d'1 heure, je suis épuisé. Je le sais. J'ai appris à le savoir. C'est important de le savoir. La pénibilité aussi du chef d'entreprise, ce n'est pas que la charge de travail en temps, c'est aussi d'identifier ce qui vous coûte plus en énergie ou moins. Là où vous prenez du plaisir, vous kiffez le marketing, vous kiffez bosser sur votre site internet, sur votre plaquette, etc., vous savez que vous pouvez y aller, ça va moins vous prendre d'énergie. Donc c'est important. Et il faut savoir aussi si on est bon aussi, c'est un sujet, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on kiffe faire, mais notre productivité est moyenne, donc il faut bien faire la distinction quand même entre les deux. Mais donc du coup, voilà, c'est important d'identifier là où on est bon aussi, c'est extrêmement important d'identifier là où on est mauvais, et malgré tout, l'entreprise a des besoins, parce qu'il y a 2 choses, il y a vous, et il y a votre entreprise. Votre entreprise, elle s'en fout de votre vie. Elle a des besoins. Elle a à se développer. Elle a besoin que la compta, elle a besoin que vous respectiez la législation. Elle a besoin que vos collaborateurs soient
dans un cadre de travail qui soit le plus bienveillant, que vos clients soient satisfaits, etc. Elle a des besoins. Donc du coup, votre question importante, c'est je ne suis pas là-haut pour diffuser tout mon savoir et ma richesse à mon entreprise. Je suis là avec tous les autres, mes consultants, mes collaborateurs, on est tous là. Et on est à son service. Et elle a des besoins. Elle a des besoins de compétences, elle a des besoins d'expertise, etc. C'est quoi ces besoins? Et moi, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? En second temps, quand on peut se le permettre, qu'est-ce que j'ai mais que je n'ai pas envie de faire? Au début, on n'a pas le choix de tout avoir, plus ou moins. Mais qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, que je peux déléguer? Mais c'est important d'être au clair par rapport à ça. Donc vraiment, vous former pour être le plus en phase avec les besoins de votre entreprise, qu'il n'y ait pas un décalage entre vos compétences, votre expertise que vous connaissez et les besoins de votre entreprise, et les enjeux de votre entreprise à venir, et vous entourer un maximum avec le plus d'humilité possible, en étant prêt à dire « je suis un gros naze sur ce sujet-là, aide-moi et viens être le plus critique possible ». Les gens qui vous servent le plus, ce n'est pas les gens qui vont vous dire « bravo ». Top ton entreprise, tu es un super chef d'entreprise, etc. Ça fait du bien 2 minutes pour l'ego, etc., etc. C'est sympa. Les gens qui vont vous servir, c'est les gens qui vont venir vous voir en disant mais moi, la première fois de ma vie où j'ai un consultant RH, les RH, vous avez compris que c'est un peu important pour moi. Première fois de ma vie que j'ai un consultant RH qui est venu dans mon entreprise et qui m'a fait un audit RH, c'est une des pires journées de ma vie. Tu as l'impression que tu es le pire négrier de la planète, que tu as la pire boîte du monde. Il va te sortir toute la grille de la performance RH d'une entreprise du CAC 40 ou de n'importe quelle entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de performance RH? Alors, est-ce que tu as écrit un guide sur la non-discrimination? Comment tu fais pour gérer la non-discrimination à l'embauche? C'est un travail, hein. Comment tu fais pour être non-discriminant à l'embauche? Voilà. Mais que tu le formalises, hein, j'entends. Qu'est-ce que tu fais pour l'égalité homme-femme? Est-ce que tu fais bien tes entretiens annuels avec tes collaborateurs? Est-ce que tu as écrit une politique de rémunération? Il te déroule une liste comme ça de sujets RH. Alors, on peut rester ensemble un moment, hein, je vous déroule la liste. Et tu passes ton temps à dire non, non, non. À la fin, on dit mais tu sors de là, tu te dis mais je suis vraiment en âge, mais c'est pas possible quoi. Et non, mais et donc du coup il te bouscule. Il te bouscule. Après, il s'appelle André. Ça a été mon directeur RH à temps partagé pendant 6 ans au moins. Et il m'a fait énormément de bien parce qu'il m'a bousculé, il m'a poussé dans mes retranchements en disant mais là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon. Et en réponse, d'une on s'affole pas. S'affole pas. Chef d'entreprise. Vous êtes là pour gérer des emmerdes, 90% du temps, gérer des trucs qui sont très très plaisants à 10% du temps. Et peut-être qu'un jour, il y aura suffisamment à déléguer pour avoir 90% de kiff et 10% d'emmerde. 10% c'est le ratio minimum de minimum quand vous êtes vraiment... Là je m'en approche, je suis plutôt très content, mais c'est relativement normal d'avoir des embûches, d'avoir des problèmes, etc. Donc on ne s'affole pas et on se dit, voilà, c'est relativement normal qu'il y ait des trous dans la raquette. C'est relativement normal qu'il y ait des dysfonctionnements, plus ou moins importants. C'est relativement normal qu'à certains moments, je sois épuisé ou qu'à certains moments, je sois démotivé. C'est relativement normal qu'à certains moments, éventuellement, je puisse perdre un client parce que j'ai été mauvais. Je puisse avoir un conflit avec un salarié. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Le principal, c'est, voilà, est-ce que j'ai suffisamment de prise de recul pour les analyser? Est-ce que j'ai suffisamment de gens autour de moi pour m'aider? Parce que moi, je suis ma tête dans mon guidon, pour m'aider, qui ont plus d'expérience que moi. Mon directeur financier, il intervient dans plein d'entreprises. Il a vu des entreprises déposer le bilan. Il a vu des entreprises lever plusieurs millions d'euros. Donc lui, quand il arrive chez moi, ça va très bien, il faut faire des business plans. Il a l'habitude de faire un business plan. Ce que je ferai en 6 mois, il le fait en 2 jours. J'ai un gros pépin, un client qui, lui, il va pas s'affoler. Il a vu ça plein de fois dans sa vie. Et voilà, j'ai un mec qui a bossé dans les RH toute sa vie. Voilà, il y a certains sujets qu'on doit traiter, nous, en tant que chef d'entreprise. Certaines personnes qui ont consacré toute leur vie sur le sujet de l'égalité professionnelle, sur le sujet de la santé, la sécurité au travail, etc. Donc du coup, il faut se dire qu'il y a vraiment des gens qui peuvent vous propulser la performance de votre entreprise sur certains items et que plus vous serez proche de ces gens-là, plus votre entreprise, ça lui fera du bien. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment se former un maximum et être le plus au contact possible de compétences
que vous n'avez pas ou pas assez, qui vont vous aider à faire en sorte que votre entreprise, voilà, c'est vous qui devez avoir le sens des responsabilités, mais ce n'est pas vous l'homme ou la femme providentielle. Vous le serez seulement si vous arrivez à trouver tout un tas de gens bien plus malins que vous autour de vous. Pour en terminer, ouais. Le mot de la fin, avant de passer aux questions et aux échanges, on sent bien une grande humilité quand même dans tout ça, mais il y a aussi une grande ambition. C'est quoi ton ambition en fait? On sent qu'il y a une grande ambition. Mon ambition, elle est particulière, elle est pas commune. Mon ambition, c'est, j'ai une ambition personnelle et une ambition pour mon entreprise. Et les deux sont connectés, mais les deux sont quand même très différents. Mon ambition personnelle, c'est de sécuriser les rails sur lesquels sont mes entreprises, qui sont des rails de développement, avec beaucoup de développement, etc. Mais de beaucoup moins travailler en termes de temps passé dans mes entreprises. Parce que j'ai un projet professionnel qui est de reprendre mon activité artistique, donc du coup de bosser beaucoup moins et de prendre beaucoup plus de temps pour moi, parce que je considère que la réussite pour un chef d'entreprise, je ne la place pas forcément là où elle est placée dans notre société actuelle. Je la place pas, enfin, pour moi, la réussite, c'est d'au bout d'un moment avoir une ou des entreprises qui fonctionnent tellement bien qu'on peut se permettre de beaucoup moins travailler et d'avoir une qualité de vie qui soit épanouissante. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir au contact de mes collègues, je prends beaucoup de plaisir dans mes entreprises, je prends beaucoup plus de plaisir en étant au plus proche de ma famille et de mes amis, en étant en train de m'occuper de ma santé, de mon corps, de mon bien-être, de faire du yoga, de la méditation ou tout un tas d'autres choses, qu'en étant ici à travailler. Voilà, donc mon ambition personnelle, c'est déjà de continuer, comme j'ai commencé à le faire, à être beaucoup moins impliqué professionnellement en termes de temps consacré. Quand je suis là, j'essaye d'être le plus impliqué possible et de donner le plus d'énergie, le plus d'amour, le plus d'envie possible à mes entreprises et à mes collègues. Par contre, avoir une vie la plus équilibrée possible en continuant à déléguer le plus possible pour avoir un maximum de temps pour moi. Ça, c'est mon ambition. Merci. Si vous avez des questions à poser à Mathieu. Donc, bonjour, je suis Roby Baltimore. J'ai créé un cabinet de courtage en assurance. Enfin, je dis plus généralement, je suis assureur pour les professionnels. Et j'ai monté il y a 3 ans un club d'entrepreneurs qui s'appelle le R-Evolution Club, qui est basé sur la formation de l'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est un métier. On a tous des spécialisations. Vous parliez de nettoyage tout à l'heure, tant mieux, mais on n'apprend pas, c'est pas inné d'être entrepreneur. Donc là, on essaye de mettre tout le monde au même niveau. En parlant, vous avez parlé de pas mal de choses tout à l'heure, de modèle économique, etc. Moi-même, quand j'ai créé mon emploi, mon entreprise, c'était pour créer mon emploi, tout comme vous. Donc il y avait plein de choses que je n'étais pas au courant. Et puis aujourd'hui, 14 ans après, je suis toujours là et c'est pas plus mal. Donc je rebondis sur ce que vous disiez, le fait que la formation, c'est quelque chose d'important. Par rapport à ce que vous nous avez dit, je rebondis aussi sur ce que disait Sylvie, parce que pour moi, je n'ai pas été satisfait de la réponse. Qu'est-ce qui vous anime? Alors, il va y avoir plusieurs questions dans ma question. Qu'est-ce qui vous anime réellement? Parce que pour être passé de 25 000 euros de chiffre à 7 millions, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit l'argent. Vous avez dit comme quoi vous cherchiez à établir un équilibre quand même entre votre vie familiale, et je le confirme, c'est quelque chose de très très important, entre la vie familiale et votre vie professionnelle. Comment est-ce que vous arrivez à mener les deux de front, et notamment vos 2 entreprises de front? Là, j'arrive pas à voir, parce que il y en a une qui est bien spécialisée sur l'adapté, d'accord, enfin c'est social adapté, c'est ça, oui, le social adapté, et puis l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des risques de conflit d'intérêts, par exemple, ou enfin, qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous continuez
et que vous n'avez pas l'intention, parce qu'a priori vous avez dit que vous aviez des associés, donc je pensais qu'à terme vous pensiez vendre votre entreprise pour avoir tout le temps justement de récupérer et puis jouer l'artiste. Est-ce que je veux bien, juste avant de répondre à votre question, juste que je sache qui est autour de la table, juste en 2 mots, si vous pouvez me dire comment vous vous appelez, le nom de votre entreprise et son activité, enfin voilà, juste sans rentrer dans les détails à ce stade-là, hein, mais juste quel est le nom de votre entreprise et quelle est votre activité et comment vous vous appelez, au moins que je sache qui j'ai en face de moi. Okay. Alors, moi je suis Abdoulaye, je suis en train de monter une start-up dans le domaine de la monétique, dans le domaine du paiement. D'accord. Donc moi c'est Grace, j'ai créé une association qui s'appelle Joie Docteur Excellency. Le but en fait c'est la couture. Enfin, l'idée finale et pérenne, c'est d'avoir une boutique solidaire pour donner la priorité aux femmes monoparentales et les personnes en insertion. D'accord. Et je suis artiste aussi, je chante du gospel. Moi je m'appelle Simone Tortorello et j'ai une association aussi qui s'occupe en fait de la valorisation de la diversité culturelle en Île-de-France par le biais de la recherche ethnographique et de l'insertion professionnelle. C'est italiano? Je vous remercie, c'est Stan Oussama et je suis intéressé par le domaine de recyclage et valorisation de déchets. D'accord. Je gère la société Mille et une Huiles, nous sommes grossistes en produits d'épicerie fine sur l'île Saint-Denis. Moi j'avais une boulangerie que j'ai vendue mes parents il y a une quinzaine de jours maintenant. C'est dit Mathieu Boulanger, je vais venir. À la recherche d'autres choses à voir pour l'instant. Et moi c'est Zachary, gérant, j'ai créé la société de nettoyage, des propres services depuis l'année dernière. Donc je suis à la recherche des marchés pour travailler en fait. D'accord. Samir Avari, je viens de créer une start-up en investissement financier spécialisée dans tout ce qui est responsable, durable, propre. En fait. L'investissement propre, voilà, c'est assez nouveau. On a eu pas mal de crises financières avec de l'investissement sale. Et donc là, j'arrive sur l'investissement propre. Donc c'est ma spécialité. Et je viens de commencer, en fait, je suis vraiment dans la fin de mon business plan. J'ai commencé en start-up à la pépinière de la Courneuve. Et je suis très intéressé d'avoir une expérience de quelqu'un qui a vécu tout ça dans le passé. Donc, ok. Aelita Comas, donc l'entreprise s'appelle Comas Conseil et je suis consultante web. D'accord. Ok. Alors, votre question. Ouais, j'ai répondu en réalité, j'avais 2 réponses, mais j'en ai donné qu'une tout à l'heure. J'ai répondu que sur ce qui m'anime à titre personnel et mes ambitions, on va dire, personnelles. Mais en effet, si on raisonne au niveau des ambitions de mes entreprises, moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'ai fait du sport de haut niveau et j'adore la compétition. La compétition saine. J'ai aucun problème, moi, pour aller bouffer avec mes confrères. J'ai pas de concurrents, moi j'ai que des confrères. J'ai le portable de tous mes confrères sur activité recyclage. Là, on se connaît, on se file des coups de main, etc. Et le lendemain, se friter sur un appel d'offres et leur exploser leur tête. J'ai aucun problème avec ça. J'adore alors moi, je parle souvent d'une belle entreprise, mais j'adore la performance de l'entreprise, qui rend ses clients satisfaits, qui rend ses salariés satisfaits. Donc, du coup, j'adore aussi être innovant et en avance sur mon marché. Donc, du coup, je me suis passionné pour le secteur de la propreté pendant pas mal d'années. Je pense avoir apporté quelques innovations dans ce secteur-là, du temps où j'y ai passé beaucoup de temps. Là, je pense que le modèle économique du projet d'insertion spécialisé sur les travaux spéciaux, majoritairement en vente indirecte, n'existe pas en France. Donc du coup, on a un nouveau modèle économique sur Plus que Parfait qui me semble plutôt innovant et avec un marché qui semble colossal. Sur le petit plus, moi j'ai mon père qui vit à Québec, on a importé un modèle économique qui n'existait pas en France. On a énormément innové, je me suis complètement passionné aussi. Donc ce qui m'intéresse, je suis vraiment passionné par le challenge et par l'innovation du modèle et pour rester peut-être pas le leader, mais au moins dans les meilleurs dans ce qu'on fait. Donc du coup, développer les entreprises, en effet, c'est absolument pas avec
finalité financière, c'est plutôt une finalité de performance et une finalité d'innovation. Voilà, c'est vraiment les trucs qui m'animent. Comment je fais pour concilier? Je l'ai fait en silo quand même, hein, c'est-à-dire que j'ai commencé pendant plusieurs années avec Plus que Parfait, avec le sujet de la propreté. Et j'ai Daniel qui est directeur général de Plus que Parfait. Enfin, voilà, maintenant il est en transverse sur les deux structures parce que on a une gouvernance maintenant en transverse sur les deux structures avec 3 directions. Mais Daniel a la direction commerciale et la direction d'exploitation. Jusqu'au premier trimestre de cette année, il était directeur général de Plus que Parfait, entreprise de propreté. Et c'est un garçon que j'ai recruté en 2007 en alternance, qui a été commercial, puis directeur général. Et donc du coup, je pense que la plupart de mes collègues de la direction de Plus que Parfait sont là depuis 4, 5, 6 ans. Et je pense que je peux leur laisser les clés de la maison et ils peuvent faire pareil. Donc du coup, j'ai pu me concentrer ensuite, à partir de 2013, vraiment pleinement à Le Petit Plus. Donc depuis 2013, je suis la tête en plein dans Le Petit Plus. Et j'ai pu laisser Plus que Parfait à des collaborateurs en qui j'ai entièrement confiance, qui sont extrêmement performants et compétents, et donc qui m'ont permis de me concentrer sur Le Petit Plus. Deuxième question, très vite. Et le recrutement, vous en occupez vous-même ou vous l'externalisez? Tout dépend des recrutements. Les cadres, par exemple? Tout dépend quel cadre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, depuis la nouvelle organisation que j'ai présentée à tous mes collègues il y a 2 semaines, on a présenté toute une nouvelle organisation avec une nouvelle gouvernance. Il y a peu de chances que je participe personnellement du début à la fin à un recrutement aujourd'hui, quel qu'il soit d'ailleurs. Parce que là aujourd'hui j'ai 3 directions avec 3 directeurs généraux, l'administratif et les ressources humaines, le commerce et l'exploitation, les projets et l'innovation. Donc j'ai 3 directions, mais du coup j'ai un coach RH aujourd'hui qui travaille avec nous depuis 2 ans, qui est psychologue du travail. Et donc du coup qui a tout un tas de tests de personnalité, qui accompagne tous mes managers sur le recrutement. Mais chaque manager recrute pour son service les personnes qui vont être sous sa responsabilité. Je peux être amené à la demande d'un manager à être présent pour écrire la fiche de poste, pour être présent à l'entretien de sélection, mais chaque manager a un coach RH qui va le conseiller sur le profil comportemental et sur les talents du candidat. Mais je vais pas faire d'ingérence dans le travail que je confie à mes managers qui est de recruter. Voilà. D'autres questions? Oui. Une question, vous faites appel à des ressources extérieures à temps partagé. Vous avez parlé du directeur financier, du RH. Pourquoi à temps partagé? Est-ce que c'est lié à un coût? Alors, est-ce que ça apporte en fait d'avoir... Je fais beaucoup moins de temps partagé aujourd'hui. Mais c'est une excellente question. Pourquoi nous, on a obtenu un prix, un concours RH, Trophée chef d'entreprise, sur ce sujet-là, pour ce que moi j'ai appelé la gouvernance à temps partagé. C'est-à-dire qu'à une période, j'avais 9 000 € par mois de budget pour ces collaborateurs à temps partagé. Donc c'était de la facturation. Mais c'est des collaborateurs qui avaient une carte de visite, qui pouvaient venir qu'un jour par mois, mais ils avaient une carte de visite de l'entreprise, une adresse mail de l'entreprise et un titre. Un ami proche qui habite à Bordeaux, enfin maintenant qui est un ami proche, mais il a été mon directeur santé sécurité au travail. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à l'homme providentiel. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais du coup, 9 000 € par mois, c'est avec les charges, j'entends. C'est un gros salaire d'un super cadre, voilà, qui n'arriverait pas à la cheville de mes 9 000 € par mois, de mes 5 ou 6 consultants, avec un directeur financier à temps partagé, un directeur développement durable à temps partagé, directeur ressources humaines, etc. Parce que chacun sont consultants dans ces domaines-là, ils font que ça. Donc ils arrivent avec un niveau d'expertise fort. Et en effet, dans une PME ou une TPE, on n'a pas forcément besoin d'un directeur qualité à temps plein. On n'a pas forcément besoin d'un DRH à temps plein.
pour les sujets stratégiques de RH, j'entends pas pour l'administration du personnel et les payes, mais pour les sujets stratégiques RH. On n'a pas forcément besoin de directeur développement durable à temps plein, un directeur commercial à temps plein. Donc du coup, ces collaborateurs, ils interviennent à une fréquence qui semble adaptée par rapport aux besoins de l'entreprise, qui peut être amenée à augmenter, à diminuer, etc. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, c'est pour ça que j'appelle la gouvernance à temps partagé, c'est parce qu'il favorise la gouvernance, et on parle beaucoup en ce moment, c'est à la mode des entreprises libérées, il favorise un petit peu le participatif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as mon directeur financier à temps partagé qui arrive, qui a l'âge de mes parents. Vous ne diffuserez pas la vidéo, il pourrait. Mais qui a l'âge de mes parents, qui est proche de la retraite. Ni à mes parents, ni à lui. Mais qui du coup, a des compétences que je n'ai ni de près, ni de loin. Le mec, il a roulé sa bosse quand même. Il a été directeur financier dans des grands groupes. Ensuite, il a créé un cabinet de conseil en direction financière à temps partagé, où ils sont plusieurs directeurs financiers à temps partagé. Il intervient aussi bien dans des boîtes qui sont cotées au second marché que dans une entreprise comme la mienne. Il est dans des conseils d'administration. Il a vu aussi bien des levées de fonds que des dépôts de bilan, etc. etc. Un zozo comme ça, quand il arrive et qu'il cause de comment on va faire pour faire un reporting financier mensuel, je me tais au même titre que tous mes autres collaborateurs qui sont en face de lui. Et quand il parle, tout le monde l'écoute. Et quand il propose quelque chose, mon avis, il n'est pas plus important que tous mes autres collègues, parce que d'une, je ne suis pas plus compétent qu'eux sur le sujet, et de deux, c'est lui le patron à ce moment-là de son sujet-là. Quand le directeur santé sécurité au travail, il vient pour nous expliquer comment on va faire le plan de prévention pour le client qu'on vient de démarrer, qui nous explique les différentes phases de risque, etc. On se tait, c'est lui le patron. La santé de la sécurité au travail, et ainsi de suite. Donc du coup, par rapport aux autres collaborateurs, ça enlève ce positionnement du chef d'entreprise qui est toujours au-dessus, qui est l'homme providentiel dont on attend toujours qu'il apporte les solutions. Du coup, le chef d'entreprise, il devient, au même titre que tous ses autres collègues, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui découvre peut-être même plus que les autres, parce que les autres sont peut-être plus au courant du sujet que lui, etc. Et quelqu'un dont la vie n'est pas quelque chose de prépondérant par rapport à celui des autres. Donc ça aide à faire du participatif sincère, pas juste dire on a tous la parole libérée dans l'entreprise. Non, mais très concrètement, là on est en face du machin et on se tait, on l'écoute. Et donc du coup, c'est aussi très très agréable quand on participe à une réunion de ne pas réinventer la poudre. On a quelqu'un qui arrive, qui dit voilà comment ça se passe chez toutes les entreprises que j'accompagne, donc on va faire comme ça parce que c'est comme ça marche bien. Et donc là c'est super motivant pour tout le monde parce qu'on avance quoi. Et du coup, comment j'ai rencontré tous ces gens-là et comment ça a commencé cette histoire, c'est en allant me former. Comme moi, je suis allé beaucoup me former. Je me suis formé sur des trucs passionnants. Sauf qu'en sortant de la salle de formation, vous avez peut-être déjà eu cette sensation, c'est de dire « Ah, c'était génial, c'était top. Hein. J'ai pas le temps de mettre ça en œuvre chez moi. » C'est génial, hein. Franchement, c'est top. J'ai fait une formation document unique d'évaluation des risques. Franchement, c'est top. Hein. J'ai appris qu'il faut concilier tous ses collaborateurs, qu'il faut identifier toutes les phases de risque. C'est juste que là, j'ai du travail en fait. Donc du coup, ce fameux 80-20, là, quand on est vraiment au charbon, donc du coup, j'appelle ça a commencé par la santé sécurité. Ouais, Jean-Cédric, j'ai beaucoup aimé la formation, et machin, etc. Tu m'as donné tes coordonnées. Est-ce que ça te arrangerait de faire une intervention dans mon entreprise ? Ouais, moi je suis formateur. Non, c'est pas de ça que je te parle. Je veux pas faire du one-shot. Parce que pour moi, c'est faire du one-shot, c'est venir, faire la formation, tout le monde se met d'accord, on fait le plan d'action, et puis après, la santé et sécurité au travail, on n'en parle plus pendant 2 ans. Comment on fait vivre le truc ? S'il y a un accident du travail, comment on fait une causerie tout de suite ? Comment on a les compétences en interne ? Comment on fait vivre les plans de prév et le document unique chaque mois pour voir ceux qui sont à mettre à jour, etc. On a quelqu'un qui vient à une fréquence définie, qui semble être la fréquence qui correspond aux besoins de l'entreprise. Et du coup, au-delà de faire, parce que concrètement il vient pour faire, le directeur financier il vient pour négocier avec les banques, pour définir est-ce qu'on va prendre un leasing ou est-ce qu'on va prendre un prêt bancaire, pour définir est-ce qu'on va faire de la facturage ou est-ce qu'on va faire autrement, ou est-ce qu'on va lever des fonds ou est-ce que machin, pour nous aider à analyser la productivité de nos tournées de collecte ou pour analyser notre marge par client, pour définir des indicateurs de productivité. Il vient pour faire, directeur financier. Il est là pour venir travailler. Mais en même temps, c'est un consultant formateur, il nous forme en même temps.
il est formateur aussi. Donc à chaque fois qu'il vient, il nous distribue du savoir-faire et de la théorie qui nous enrichit aussi. Donc voilà, pour moi, vraiment, la gouvernance à temps partagé, on parlait d'humilité tout à l'heure, voilà, si on veut être sincère dans sa démarche, faire venir des gens plus compétents que nous sur les sujets qu'on maîtrise peut-être moins dans un premier temps, il faut hiérarchiser, c'est quelque chose qui à la fois nous forme et à la fois fait monter notre entreprise en compétences. D'autres questions? Alors moi, ce sera simplement, parce que pour moi vous avez dit l'essentiel, voilà, ça c'est à titre personnel. Je voulais juste les références des 3 bouquins que vous aviez cités tout à l'heure. Ouais. Tu as optimisé votre organisation de Jean-Luc Fessard. Après, si tu veux, je t'ouvre la porte derrière. J'en ai une centaine de bouquins de management et de bouquins d'entreprise. Là, tu vas pouvoir trouver des idées là. Optimiser votre organisation. J'ai parlé du quai de Ouistreham de Florence Aubenas, A-U-B-E-N-A-S. Est-ce que j'ai parlé d'autre chose, moi? Gamonet? François Gamonet, ouais, il a un site qui s'appelle, tu tapes l'IGT, tu tapes sur Google, tu tapes IGT, Institut de la gestion du temps. Voilà. Et là, tu vas trouver un truc, en tout cas, moi, je m'en sers de support pour mes formations, où il a développé un truc rigolo, c'est comme des maladies. La chronophagie, la wiwite, la réunionite, voilà. Donc c'est rigolo, c'est ludique, mais là, tu vas pas trouver là, c'est plus pour aller voir ce qu'il fait, mais tu vas pas trouver des sujets de formation comme dans optimiser votre organisation. Merci. Avec plaisir. Moi, ce qui me préoccupe, est-ce que ça arrive que... Et l'âme du monde aussi de Frédéric Lenoir, mais ça n'a rien à voir, c'est pas pro. Mais c'est très bien. Est-ce que ça arrive que vous prenez en partenariat les petites entreprises qui cherchent à être en sous-traitance? Non, c'est jamais arrivé ça, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Je ne suis pas sous-traitant et je ne l'ai pas été, hormis sur des métiers complémentaires aux miens. C'est-à-dire, je fais du nettoyage, j'ai besoin d'une boîte pour aller livrer des consommables textiles, livrer des tapis, livrer des essuie-mains en textile. Bon, ça, c'est pas mon métier. J'ai besoin d'une boîte de 3D pour faire la dératisation, désinfection, désinsectisation. C'est pas mon métier, je prends une boîte de 3D. J'ai des travaux sur corde. Quand je ne faisais pas encore de corde, j'ai besoin de techniciens alpinistes, de cordistes. Je vais prendre un alpiniste. Mais sur mon cœur de métier, je considère que c'est déjà suffisamment compliqué d'assumer ses propres conneries. Alors assumer ceux des autres, c'est plus compliqué. Et du coup, la valeur ajoutée de prendre un sous-traitant qui ferait très exactement le même métier que moi, ce serait laquelle? Dans notre métier, surtout pas l'économique, hein, parce que s'il était moins cher que moi, je considérerais qu'il ne vendrait pas à un prix qui lui permet de gagner sa vie durablement. Donc du coup, la pire des politiques, si je parle du secteur de la propreté, hein, la pire des politiques qui puisse exister, c'est la politique des prix bas dans la propreté. Parce qu'on est dans un secteur où on peut descendre son prix aussi bas qu'on veut, on trouvera toujours quelqu'un qui sera moins cher que nous jusqu'à ce qu'on l'offre la prestation. Le jour où on l'offrira la prestation, on trouvera quelqu'un qui, en plus d'offrir la prestation, va offrir des cadeaux aux clients. Hein. Mais donc du coup... la politique des prix bas, c'est la pire qui puisse exister. Moi, j'ai une expérience d'une boîte que je ne citerai pas, qui est venue me voir, en me disant bon, voilà, ça ne va pas, je réfléchis à vendre mon entreprise. Comme c'est un chef d'entreprise que j'accompagne toujours d'ailleurs, que j'essaye d'accompagner au mieux, comme j'ai accompagné quand même beaucoup de chefs d'entreprise dans ma vie. Donc j'essaye, je l'ai eu encore en ligne cette semaine. Mais du coup, qui est venu nous voir, je lui ai dit, bon, voilà, si tu veux arrêter, t'es sur le territoire, machin, ça. Ah, va voir Daniel, discute-en avec Daniel, pourquoi pas, si tu veux vendre ton entreprise et que tu veux que ça soit à nous, pourquoi pas. Et je lui ai dit, excuse-moi, mais si je devais prendre ces clients vendus à ce prix-là, il faudrait que ce soit toi qui me donne de l'argent. Parce que... en effet, alors si on prend ton coût de personnel sur site, ton encadrement et tes produits, et ce que tu factures à ton client, tu dégages une marge. Mais par rapport à mes frais de structure, mes projets de développement, etc., le montant minimum de prix de vente qu'on a donné, il est juste 5 € au-dessus de ton prix moyen de vente à tes clients. 5 € dans une prestation de propreté de l'heure, c'est significatif.
Hein, dans son cas, on parle de 35% d'augmentation. Donc du coup, le raisonnement, surtout dans la propreté, il n'y a pas besoin que je facture ça, par exemple, pour l'encadrement, vu que c'est moi qui le fais. Enfin, c'est le pire qui puisse être. Voilà, le chef d'entreprise, sa place à terme dans une vision long-termiste, etc., elle est plus sur le terrain à aller livrer des bidons, ou à aller nettoyer des vitres, ou à aller faire un devis. Dans une vision long-termiste, ou hormis si on veut rester à une certaine taille, ce qui n'est pas du tout contre-indiqué, hein, ce qui peut aussi être un choix. Mais malgré tout, même si on veut rester à une certaine taille, le prix de vente doit tenir compte des prix de marché. Et donc si on se dit, dans un premier temps, c'est nous qui le font et je veux impacter le prix, tu vas vendre beaucoup plus cher que si ce n'était pas toi qui le faisais. Parce que toi, ta valeur dans l'entreprise, elle vaut 20 fois celle de n'importe quel collaborateur que tu pourrais recruter à n'importe quel poste. C'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Donc du coup, de là, moi en tout cas, vu les marges epsilonesques qu'il y a dans cette activité, le modèle économique avec de la sous-traitance, je ne le comprends même pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qu'est-ce qui resterait à manger pour un sous-traitant dans le secteur de la propreté classique, j'entends, hein, avec le tellement peu qu'il y a pour le fournisseur de rang 1, comme on les appelle, pour celui qui est en direct avec le client. Donc du coup, non, ce modèle-là de la sous-traitance est dans un sens et dans l'autre. Pour moi, dans la propreté, il n'est pas durable, il n'y a pas de modèle économique qui puisse exister durablement et de manière saine là-dedans. J'ai répondu à ta question? Ok, vous avez d'autres questions? Bon, bien. Merci beaucoup Mathieu. Merci Mathieu. Super. Avec plaisir.